Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vous présente mes excuses. Nous devrions avoir le cours de philosophie le 15 avril. On attendait notre premier enfant qui est né plus tôt que prévu. Il est le bienvenu. Mais voilà, ça nous a bousculé un peu l'emploi du temps. Donc voici la raison pour laquelle je n'ai pas pu assumer le cours de philosophie. Veuillez recevoir mes excuses et les accepter pour ce retard. Bon, comme vous voyez sur votre écran, aujourd'hui on va parler de Platon. Vous vous souvenez la dernière fois lorsque nous avons analysé les pré-socratiques, ceux qui sont avant Socrate, les philosophes qui sont avant Socrate. Aujourd'hui on va parler de disciples de Socrate, donc après Socrate, Socrate étant le grand maître de Platon. Également, la fois passée, nous avons discuté d'un texte, en fait d'un fragment fondateur sur l'ontologie. Et aujourd'hui, on va voir la réception de ce texte dans l'œuvre de Platon. Et notamment, on va lire de près un paragraphe aussi. Si le temps nous permet, on va insister un peu plus, mais on verra sur le commentaire, pas le commentaire, le dialogue intitulé Parménide. Bon, donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion de lire les textes de Platon et le cours sera structuré en trois parties. D'abord, nous aurons, comme d'habitude, une présentation générale, une partie introductive. Après, nous allons attaquer la doctrine de Platon, tout en sachant que lorsqu'on parle de Platon, on est devant, si vous voulez, devant un océan. Donc, on ne pourra pas tout faire dans une heure. D'ailleurs, ce sera le grand défi pour aujourd'hui de parler de Platon, de dire le plus de choses possibles, mais de se limiter aussi à l'essentiel. Donc, pour la deuxième partie, on va parler de la doctrine platonicienne. Et pour finir, j'aimerais bien vous dire quelques mots sur la réception de Platon chez les pères de l'Église, la réception critique de Platon chez les pères de l'Église. À mon avis, c'est très intéressant pour nous, surtout parce qu'on est dans un centre des études théologiques orthodoxes. Bon, donc pour la première partie, cette présentation générale, nous allons nous occuper un peu de la biographie de Platon, un peu de l'œuvre de Platon, voir qu'est-ce que c'est le dialogue, et voir qui sont les interlocuteurs privilégiés des dialogues de Platon. Commençons donc avec la biographie de Platon. Il est né à Athènes, comme vous voyez sur votre écran. J'ai essayé de mettre un peu les dates les plus importantes pour vous repérer un peu, pour vous trouver. Donc il est né à Athènes en 427 et il est mort dans la même ville vers l'année 347-346. Il appartient à une illustre famille, descendant par son père du roi Codros, le 17e et dernier roi légendaire d'Athènes. Par sa mère, il descend de Solon, un homme d'État, législateur et poète athénien, considéré comme ayant instauré la démocratie. Solon fait partie d'ailleurs des 7 sages de la Grèce. Il a vécu à peu près 150 ans avant Platon. Dans sa descendance immédiate, Platon a plusieurs philosophes. Certains d'entre eux apparaîtront comme personnages de ses dialogues. Et ici on peut citer Critas, Glaucon, Adimante. Il provient donc d'une famille noble, très cultivée. En conséquence, il a reçu une excellente éducation. Vers l'âge de 20 ans, il rencontre Socrate, qui était alors âgé de 63 ans, qu'il fréquentera pendant 8 ans, jusqu'en 399, c'est la date de la mort de Socrate. L'épisode de la mort de Socrate est décrit par Platon dans un dialogue nommé l'Apologie de Socrate. Si vous voulez, c'est très intéressant si vous voulez vraiment
connaître les détails, allez-y, lire l'apologie de Socrate. Cet épisode est célèbre dans l'histoire de la pensée occidentale et je pense qu'il mériterait à lui-même un cours, mais voilà, on est limité par le temps. Ce qu'il faudra retenir de Socrate peut se réduire à quelques aspects. D'abord, Socrate est un grand défenseur de l'oralité, de l'enseignement et de la pensée orale. Il n'a jamais rien écrit et tout ce que l'on sait de lui provient de ses disciples, notamment de notre cher Platon. Deuxièmement, Socrate a choisi de ne pas écrire parce qu'il croyait profondément dans les bienfaits de la mémoire et de la pensée vive, de la pensée qui naît par le dialogue. Socrate comparait sa propre méthode à la pratique des sages-femmes qui aident l'enfant à voir la lumière du jour. Cette méthode s'appelait la maïotique. Le rôle que Socrate assumait dans la cité athénienne et qui lui a valu d'ailleurs la mort était de provoquer ses concitoyens des pensées par eux-mêmes, de soulever des doutes sur toutes les idées qu'ils tenaient pour acquises. Donc il provoquait des réflexions spontanées sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur l'écriture, etc. Donc cette méthode s'appelait la maïotique, un nom qui, dans la médecine, désignait justement l'art des sages-femmes, le métier pratiqué par sa mère. À la mort de Socrate, donc, dans l'année 399, Platon entreprend plusieurs voyages que j'ai mentionnés sur l'écran. Alors, âgé de 28 ans, dans l'année 399, Platon se rend en Égypte, ensuite en Libye et finalement en Italie, en Sicile, à Syracuse. Toutes ces villes, c'est un détail intéressant, appartenaient à l'époque à la Grèce. Le sud de l'Italie était nommé Magna Grecia. Le séjour en Sicile est également très important parce qu'il est accueilli à la cour du tyran Denis Ier, avec lequel il essaie de mettre en place un régime politique fondé sur l'éducation. Nous allons voir que l'éducation, la paideia en grec, ça lui tient à cœur, l'éducation. C'est un échec et Platon est obligé de quitter Syracuse. Il devient d'ailleurs prisonnier et vendu comme esclave, mais retourne finalement à Athènes. Le séjour en Sicile est de même important parce qu'il connaît les pièces de théâtre des poètes siciliens, notamment Sophron, qui seront ses livres de chevet. Dès son retour à Athènes, il fonde l'Académie dans l'année 387. Donc cette académie, le nom d'académie vient d'un jardin qui s'appelait Académos, où avaient lieu les cours de philosophie de Platon. C'était une pratique courante, d'ailleurs Épicure, le fondateur de l'épicurisme, aussi il a enseigné dans un jardin, dans une cour. Ce jardin a été acquis par Platon. Il s'est situé à 1 kilomètre au nord-ouest d'Athènes et c'était un lieu d'enseignement et également un lieu de vie. L'Académie de Platon accueille de jeunes fortunés qui sont formés à la philosophie, comme par exemple le grand Aristote, et à la politique, comme Démosthène, surtout le plus grand orateur de l'Antiquité. L'Académie va subsister 9 siècles, jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ, donc jusqu'au règne de l'empereur byzantin Justinien. Je vous ai déjà dit cette date, c'est une date importante. 529, c'est la date quand l'empereur décide de fermer toutes les écoles philosophiques. Passons maintenant, après cette courte biographie de Platon, voilà, j'ai essayé juste de vous mentionner les dates les plus importantes. Passons maintenant aux sources de la biographie de Platon. Comme vous pouvez voir sur votre écran, nous gardons aujourd'hui la lettre 7 de Platon lui-même, qui est un document autobiographique. Cette lettre est adressée aux proches et aux partisans de Dion de Syracuse
et donne, comme nous allons voir, des éléments précieux sur les étapes de la vie de Platon, y compris quelques informations qui se rapportent à la relation entre le maître et le disciple, entre Socrate et Platon. Lisons ensemble les textes, les paragraphes. Donc le premier, au temps de ma jeunesse, dit Platon, j'ai effectivement éprouvé le même sentiment que beaucoup d'autres. Aussitôt que je serais devenu mon maître, m'imaginais-je, je m'occuperai sans plus tarder des affaires de la cité. Voilà, c'est un début en quelque sorte politique. Il commence une carrière politique, notre Platon, d'après ce premier texte. Le deuxième paragraphe, Socrate, mon ami, qui était plus âgé que moi et dont je pense je ne rougirai pas de dire qu'il était l'homme le plus juste de son époque, ils l'envoyèrent avec d'autres chercher un citoyen pour l'amener de force en vue de le mettre à mort, dans le but évident de le rendre complice de leur agissement de gré ou de force. Mais lui refusa d'obéir. Et le troisième texte, je fus, c'est toujours Platon, nécessairement amené à dire, en éloge à la droite philosophie, que c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître tout ce qui est juste aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers. Si le premier texte montre, comme je viens de le dire, que le point de départ de la réflexion de Platon est la nature politique, le deuxième rappelle la période agitée des 30 et leur régime tyrannique. Dans le troisième, et vers la fin du deuxième et le troisième texte, parle de la période du retour de la démocratie et parle également de la mort de Socrate. Un événement central pour la vie personnelle de Platon et aussi pour toute sa réflexion philosophique. Nous trouvons aussi un autre détail dans le dernier texte, lorsqu'il fait un éloge à la droite philosophie, Platon renonce à la vie politique. Il se consacre à la philosophie. Mais nous avons d'autres sources pour la biographie de Platon et pour la biographie de Socrate. Je mentionnerai que deux. Il s'agit de l'historien et le moraliste Xénophone, l'auteur des Mémorables, vers l'année 370 avant Jésus-Christ. Et dans ce texte-là, vous trouverez un point de vue apologétique concernant Socrate. Et en deuxième source, le poète et comique grec Aristophane, qui dans sa pièce de théâtre de comédie Les Nuées, écrite vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, se moque de Socrate. Je ne vous embête plus avec les détails concernant les biographies de Platon. Passons directement à son œuvre. Également, j'ai mis quelques dates et les 3 grandes périodes de production sur l'écran pour ne pas vous gaspiller votre énergie avec les dates. Je n'ai pas mis tous les dialogues, vous allez voir pourquoi. Donc, Socrate est connu, nous l'avons déjà dit, pour n'avoir laissé aucun écrit. Mais de Platon, nous gardons 30 dialogues qui nous sont parvenus, et dans ces dialogues, Socrate a une place centrale. S'il est difficile d'établir une chronologie précise de la rédaction de chaque dialogue, voici la raison pour laquelle je n'ai pas mis les différents dialogues répartis sur les 3 périodes. Un consensus s'est défini sur ces 3 grandes périodes de production. Donc entre 399, la date de la mort de Socrate, et 390, on a les premiers écrits de Platon, les premiers dialogues. La deuxième période entre 390 et 385, avant les premiers voyages en Italie et en Sicile. Dans cette période de transition, nous avons la deuxième partie, donc la deuxième période quand il écrit, et après 385, nous avons la période de maturité quand il écrit beaucoup. La dernière œuvre écrite qui reste inachevée, c'est à la date de la mort,
il écrit les lois. Il faut savoir que le débat sur la chronologie exacte des œuvres reste ouvert même aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Socrate est l'interlocuteur principal, l'acteur principal dans tous les dialogues. Mais dans ceux qu'on considère comme les plus tardifs, il y a des autres philosophes, comme Timée par exemple, ou Parménide. Et dans les lois, nous avons un dialogue entre trois personnages censés se dérouler loin d'Athènes. Et ici, Socrate est absent. Même s'il est évident que certains interlocuteurs de Socrate sont des personnages réels, et ici on peut citer à titre d'exemple Gorgias ou Protagoras, ou des hommes politiques comme Alcibiade ou Thrasymachus, c'est moins sûr pour d'autres, par exemple Calliclès dans le Gorgias. Mais c'est une évidence que le propos de Platon dans ces dialogues n'est jamais de nous offrir des biographies de ses contemporains. Ce n'est pas son but. Parmi les hypothèses récentes concernant la chronologie de l'œuvre de Platon, j'aimerais citer une seule, celle du professeur Vlastos. Pour lui, le premier voyage en Sicile, dans l'année 388, marque une coupure dans l'œuvre de Platon, qui est tout entière écrite, comme vous voyez sur votre écran, après la mort de Socrate, donc après les années 399. Donc, tant à la cause de la déception politique qui s'ensuit que des contacts probables avec des groupes pythagoriciens qui conduisent à l'introduction de nouvelles réflexions, question de l'immortalité de l'âme, place du savoir mathématique. Cette hypothèse, bien sûr, ne fait pas l'unanimité, mais en tout cas, pas plus que celle distinguant entre un enseignement oral et un enseignement écrit de Platon. Donc, il y a aussi cette hypothèse qui sépare en deux. Il y a un enseignement oral de Platon et un enseignement écrit. Bien sûr, celle-ci aussi ne fait pas l'unanimité. Mais si une œuvre de telle ampleur, quand même 30 dialogues qu'on garde, nous est parvenue, n'oublions pas qu'il s'agit d'un corpus du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est que, dès la période hellénistique, tout un travail de constitution et de conservation d'un corpus platonicien a été fait par les philosophes de l'Académie. Donc, grâce à l'Académie, les disciples de Platon ont sauvegardé son œuvre. À l'époque moderne, à la naissance de l'imprimerie, on doit la première édition, l'Editio Princeps, à l'humaniste imprimeur français Henri Estienne, vers le 6e siècle. 16e siècle, pardon, excusez-moi, 16e. De cette première édition est conservée la pagination qu'on garde aujourd'hui, volume in quarto, chaque page étant divisée en 5 sections, de A à E. Utilisez cette pagination, quelle que soit l'édition ou la traduction, pour donner les références au dialogue. Donc vous allez trouver, par exemple, Parménide, vous citez, colonne 120, la pagination, la page 125A jusqu'à 180E. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est ça la pagination et la fragmentation en 5 sections, gardées depuis le XVIe siècle. On trouvera dans la bibliographie présentée, si on aura le temps à la fin du cours, la référence à des éditions et traductions accessibles de l'œuvre. Mais chaque bibliothèque et sur Internet, vous trouverez toute l'œuvre de Platon, l'œuvre complète. Les études platoniciennes ont donné lieu, bien sûr, à une bibliographie immense, en toutes langues, et l'on ne retiendra que quelques titres. Les annotations des traductions les plus récentes, notamment, je vous conseille la traduction dans la collection Garnier-Flammarion, dont le plus souvent des éclairages, des commentaires, des notes très éclairantes sur l'histoire et l'interprétation. Et c'est très important, je l'ai dit la dernière fois, dans la perspective de ce cours, de lire les textes. C'est la meilleure façon de faire connaissance avec Platon, de le comprendre et d'enregistrer les informations. Et de commencer à aimer les philosophes. Bon,
vous avez souvent entendu le mot dialogue. Oui, tout son œuvre, tout ce qu'on garde, tout ce que nous avons aujourd'hui, sont que des dialogues. Qu'est-ce que c'est le dialogue? Le dialogue est mis en valeur, si vous voulez, même s'il n'est pas écrit, oral, par Socrate. Et le dialogue peut être, et en même temps, un choix d'une méthode d'argumentation et interrogation sur le mode de transmission de savoir, qui peut être dialectique ou maïotique. Nous allons revenir sur ces deux termes. Une remarque est quand même nécessaire. Le dialogue change de nature. On donne juste un exemple. Les dialogues de la dernière période font place, tout en conservant la forme dialogale, à des longues exposés des interlocuteurs. Par exemple, le personnage principal du dialogue Timée, s'appelle Timée, et l'étranger dans le sophiste. La liste des exemples peut continuer, mais on s'arrête ici. Pour ce qui est des interlocuteurs, nous l'avons déjà dit, et vous pouvez voir sur votre écran, Socrate a une place centrale et l'acteur majeur, mais les autres interlocuteurs privilégiés sont les sophistes. Qui sont les sophistes? Désignés par un terme collectif et connu par les dialogues de Platon et d'autres sources, les sophistes, un nom qui dérive du grec sophos, qui ça veut dire sage, ce terme utilisé par Homère a aussi le sens d'une certaine habileté, donc une sagesse pratique, ont longtemps été perçus, les sophistes, à travers le regard critique, polémique de Platon et d'Aristote. Leurs œuvres, même si des titres et quelques citations circulent, ne nous sont même pas parvenus. Et c'est très difficile aujourd'hui à identifier ce groupe de philosophes. Plusieurs des sophistes donnent leur nom à des dialogues de Platon. Je cite à titre d'exemple Hippias, Gorgias, Protagoras, Eutydème et Thrasymachus. Quant à lui, ce Thrasymachus s'oppose à Socrate dans la République. Donc vous trouvez ce personnage dans la République. Considérés comme des professeurs de rhétorique qui gagnent leur vie par cet enseignement, ils voient dans l'art du logos, dans l'art de la parole, dans l'art du discours, un art de la persuasion qui trouve et prouve toute son utilité dans le domaine politique. Voici la principale préoccupation des sophistes. Ainsi s'affrontent, en tout cas c'est ce que Platon nous laisse comprendre dans les dialogues, deux conceptions de la paideia, de l'éducation, un concept très cher à Platon. Le premier, une formation à la conquête du pouvoir par la force du discours, et une deuxième, face à une paideia, une éducation qui vise d'abord à la connaissance et à la maîtrise de soi, comme le montrera en détail, si vous êtes curieux, le dialogue, le premier Alcibiade. Je vous invite à lire ces deux conceptions, donc formation à la conquête du pouvoir par la force du discours et la connaissance et la maîtrise de soi. Ces deux conceptions de l'éducation de la paideia. Un autre aspect important, on va s'arrêter ici, dans le dialogue Protagoras, qui porte sur les sophistes, la discussion entre Socrate et Protagoras s'oriente vers la recherche d'une définition de la vertu, de ce qui rend meilleur. Ce qui est très important pour nous, ici s'entrecroisent de manière indissociable trois objets du savoir, de la pensée philosophique. Le premier, le logos, donc le dialogue, et on a cette interrogation sur sa définition. Est-il le logos, le dialogue, est-il une démonstration, un exercice de la raison ou art de la persuasion? Le deuxième objet de savoir, c'est la vertu. Si je ne me trompe pas, c'est hérété en grec, la vertu. Comment peut-on parvenir à connaître le bien et à le faire? Et le troisième objet de savoir, là, le pouvoir, qui peut exercer la vertu par excellence, la justice. À partir de cette interrogation sur les trois objets de savoir, Platon va développer trois aspects de sa pensée, c'est-à-dire la théorie de la connaissance, la théorie sur l'éthique et la théorie sur la politique. Malheureusement, on ne pourra pas les traiter en détail, mais si vous êtes curieux, si vous voulez vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire
par exemple cette théorie de la connaissance, je vous invite à lire le dialogue Hippias majeur pour découvrir la théorie de la connaissance de Platon. Maintenant, on va passer à la partie centrale. Finalement, on y est. La partie que moi j'aime le plus, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de détails, de dates, mais nous lisons le texte et nous interprétons ensemble au fur et à mesure, et nous comprenons, j'espère en tout cas, la doctrine, en tout cas les thèses centrales, les idées les plus importantes de la doctrine de Platon. Donc cette deuxième partie vise la découverte de la doctrine à travers les textes, à travers la lecture des textes. Et vous voyez sur votre écran, on va présenter l'allégorie de la caverne. Il faut impérativement passer par l'allégorie de la caverne où nous trouverons la théorie des idées. Cette allégorie de la caverne, et on la trouve dans la République, dans le dialogue République. Après, nous allons voir la conception anthropologique. Aujourd'hui, on utilise le mot anthropologique, à l'époque, non. L'homme, corps et âme, l'homme constitué de corps et d'âme. Très intéressant. J'ai choisi 2 textes, de Cratyle et de Phédon. Et, pour finir, la représentation du monde et la question de Dieu, selon Platon. J'ai choisi 2 textes, du Timée et du Parménide. Vous voyez sur l'écran théorie des idées. Qu'est-ce que c'est cette théorie des idées? Moi, j'ai essayé de la comprendre mieux et je vous donne une définition un peu savante d'un auteur qui s'appelle André von Ivanka dans l'œuvre Plato Christianus. Lisons-la ensemble. Le tout, le monde, l'univers se scinde en 2 domaines. Le monde des archétypes, les idées avec majuscule idée ou les formes, de la vérité, l'idée de la vérité, de l'être d'une part, et de l'autre part le monde des copies, du changement, du devenir, qui constitue un mélange d'être et de non-être. Entre les 2 mondes s'y tient l'âme. Elle vit et agit dans le monde changeant, mais sa véritable patrie est le monde des archétypes éternels. En effet, elle, l'âme, est en mesure de saisir par l'esprit les formes essentielles immuables, quand la vue des copies éveille en elle le souvenir des archétypes qu'elle a déjà aperçus dans un avant intemporel. Cette capacité de réminiscence lui permet de progresser par la pensée dans le temps, de l'un de ces modèles à l'autre, en se servant des liaisons existant entre ces archétypes. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette définition assez complexe? Est-ce qu'on va arriver à comprendre cette théorie des idées? Ne vous inquiétez pas. Platon, il est là, il va nous aider. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi l'allégorie de la caverne. Vous la voici. J'ai choisi aussi une image pour mieux comprendre. L'allégorie de la caverne, que nous trouvons tout au début du livre 7 de la République. Et je demande votre attention. On va lire cette allégorie, quelques fragments, pas tout, parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vous demande juste de bien vouloir distinguer les éléments que vous trouvez dans cette image. Moi, je commencerai par ces gens-là qui ont l'air d'être des prisonniers. Je continuerai par ce mur. Et après, on voit ici des objets. Ici, on voit des images de ces objets qui se reflètent grâce à la lumière du feu. Nous avons une pente abrupte ici et des gens qui veulent et qui essayent de sortir de cette caverne. Oui, la caverne est là. Donc, ils essayent de sortir. Et finalement, quelqu'un qui a réussi, il est sorti et il donne l'impression, en tout cas, qu'il
contemple la nature, qu'il se réjouit de la beauté de la nature, de la beauté du soleil, de la lumière, du ciel, des nuages, etc. Donc, je vous demande d'essayer de garder dans votre esprit toutes ces images, parce que sans doute Platon il va nous expliquer. Donc, je vous laisse encore un peu repérer les éléments de cette image, et après on va lire les fragments. Je pense que vous avez fini. Passons à la lecture. J'ai structuré en deux parties, allégorie de la caverne. Voici la première. Maintenant, repris-je, représente-toi notre nature, selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas éclairée par l'éducation. Voici encore une fois le terme de l'éducation qui est très important pour Platon, d'après le tableau que voici. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, celle qu'on a vue, dont l'entrée, ouverte à la lumière, s'étend sur toute la longueur de la façade. Ils sont là depuis leur enfance, les jambes dans des chaînes et en sorte qu'ils ne peuvent pas bouger de place, ni voir ailleurs que devant eux, car les liens les empêchent de tourner la tête. La lumière d'un feu allumé au loin sur une hauteur brille derrière eux. Entre le feu et les prisonniers, il y a une route élevée, la pente. Le long de cette route, figure-toi un petit mur pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent entre eux et le public au-dessus desquels ils font voir leur prestige. Je vois cela, dit-il. Je pense qu'il s'agit des Glaucons. Un dialogue entre Socrate et Glaucon. Figure-toi maintenant, le long de ce petit mur, des hommes portant des ustensiles de toutes sortes qui dépassent la hauteur du mur et des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre, en bois, de toutes sortes de formes. Et naturellement, parmi ces porteurs qui défilent, les uns parlent, les autres ne disent rien. Voilà, dit-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Continuons la lecture. Ils nous rassemblent, répondis-je. Et d'abord, penses-tu que dans cette situation, ils aient vu d'eux-mêmes et de leurs voisins autre chose que les ombres projetées par le feu sur la partie de la caverne qui leur fait face? Peut-il en être autrement, dit-il, s'ils sont contraints toute leur vie de rester la tête immobile? Et des objets qui défilent, n'en est-il pas des mêmes? Sans contredit. Dès lors, s'ils pouvaient s'entretenir entre eux, ne penses-tu pas qu'ils croiraient nommer les objets réels eux-mêmes en nommant les ombres qu'ils verraient? Nécessairement. Il est indubitable, repris-je, qu'aux yeux de ces gens-là, la réalité ne saurait être autre chose que les ombres des objets confectionnés. Après cela, il en viendrait à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui produit les saisons et les années, qu'il gouverne tout dans le monde visible et qu'il en est en quelque manière la cause de toutes ces choses que lui et ses compagnons voyaient dans la caverne. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Platon continue son allégorie en supposant que l'un des prisonniers, vous avez vu que dans l'image il y avait quelqu'un qui est sorti, d'ailleurs je reviens à l'image. Voici quelqu'un qui est sorti, oui, qui a monté la pente, et les autres qui restent, dont il parle dans le texte. Donc Platon continue en supposant que l'un des prisonniers est délivré des chaînes et qu'on le guérit de son ignorance en l'obligeant à tourner le cou, à marcher vers la lumière. Le prisonnier aurait du mal physiquement et surtout mal aux yeux parce qu'il passe de l'obscurité au soleil. Dans un premier temps, le prisonnier ne pourra pas regarder les objets et le feu.
Au début, il ne comprendrait pas, mais ensuite, il se rendra compte que ce sont les ombres de ces objets mêmes qu'il avait regardés toute sa vie et qu'il considérait comme des réalités. Donc il confond les ombres avec les réalités. Il sera même tenté de considérer que les ombres auxquelles il est habitué depuis toujours sont plus vraies que les objets mêmes qu'il voit à présent. Le prisonnier libéré n'a parcouru en réalité que la moitié du chemin. Je pense qu'il parle de cette première partie. Il lui reste l'autre moitié, ici, la pente abrupte, la sortie vers la lumière du soleil qui est encore plus puissante. Maintenant, il doit gravir la pente rude. Une fois dehors, il pourra enfin apercevoir les objets véritables. Les astres, le soleil, la lune, les constellations. Donc, cette montée, à partir d'ici jusqu'à là-haut, représente deux étapes importantes. La première étape est marquée par l'arrêt devant le feu et les objets dont les ombres se projettent sur le paroi de la caverne, et la seconde étape est marquée par la sortie définitive vers la lumière. Le but final, il est là. En regardant le soleil, il comprendra quelle est l'origine du monde, l'origine des objets dont les ombres se reflétaient devant lui depuis son enfance. Ça me fait penser au texte de Romains 1,26 ou 1,29, si je ne me trompe pas, où l'apôtre Paul dit que toute la création parle de la beauté de Dieu, et la création qui reflète de la beauté de Dieu. Voilà des ressemblances qui me viennent à l'esprit, comme ça. Pour la suite, Platon nous donne l'explication de l'allégorie. Et ici, je vous demande d'être attentif. Allégorie de la caverne, donc deuxième partie, l'explication de Platon. Lisons-la. Maintenant, repris-je, il faut, mon cher Glaucon, appliquer exactement cette image à ce que nous avons dit plus haut. Il faut assimiler le monde visible au séjour de la prison et la lumière du feu dont elle est éclairée à l'effet du soleil. Quant à la montée dans le monde supérieur et à la contemplation de ces merveilles, voici la montée de l'âme dans le monde intelligible. Et tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque tu désires la connaître. Dieu sait si elle est vraie. En tout cas, c'est mon opinion qu'aux dernières limites du monde intelligible est l'idée du bien, qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure quelle est la cause universelle de tout ce qu'il y a de bien et de beau. Que dans le monde visible, c'est elle qui a créé la lumière et le dispensateur de la lumière, et que dans le monde intelligible, c'est toujours elle qui dispense et procure la vérité et l'intelligence, et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse, soit dans la vie privée, soit dans la vie publique. Quelle belle interprétation, et je pense que le texte parle de lui-même, et vous voyez très bien la séparation entre deux mondes, le monde de l'au-delà, le monde des idées, qui sont parfaites, immuables, et ce monde visible, le monde sensible, sur la terre. Donc, le monde qui nous entoure est un monde faux, un monde du simulacre. Nous vivons dans une prison, en quelque sorte, dans une caverne où nous assistons au spectacle du monde. Le monde est un spectacle qui se déroule devant nos yeux et nous considérons que ce que nous voyons est vrai, est réel. Et on se trompe. Nous avons l'impression que le monde des matières qui nous entoure représente la seule vérité possible. On se trompe encore une fois. Or, nous vivons dans un monde où nous voyons seulement les ombres des vérités qui sont au-delà de ce monde. Ces vérités sont les idées ou les formes, avec majuscule, qui sont les garants de la permanence des objets et de leur constance
Et par exemple, les chiens seront toujours des chiens parce que l'idée de chien, qui est impérissable, existe dans un espace au-delà du ciel, dans le monde des idées. De même, il existe une idée pour chaque objet que nous voyons dans ce monde. De même que dans l'analogie, il y avait un objet pour chaque ombre projetée par la lumière du feu. Vous avez vu sur l'image. Or, toute cette multiplicité des idées, car il y a des idées pour toutes les espèces, est subordonnée à des idées supérieures. Il y a une hiérarchie des idées. Les idées ou les formes les plus générales et les plus communes, l'idée du bien, l'idée de la vérité, l'idée de beau, l'idée de lent. Nous allons voir dans le dernier texte qu'est-ce que c'est cette idée de lent, tochen en grec. Que veut dire que ces idées avec majuscules sont les plus communes? En regardant les objets de ce monde et en regardant également les objets mathématiques qui ne sont pas soumis aux lois du sensible, mais uniquement aux lois de l'intelligible, on constate des différences et des similitudes. Les différences entre le chien et la table sont évidentes, de même que la différence entre le triangle et le cercle. Il existe des différences manifestes entre un objet sensible et un objet intelligible. Le chien est différent du triangle. Et nous allons voir qu'il y a des ressemblances et des dissemblances. Et il revient sur cet aspect dans le dialogue Parménide. Nous allons parler de ça en détail. On dit d'un chien qu'il est bien parce qu'il a son utilité, il a sa place dans le monde, il a un rôle qu'aucun autre animal n'a. Un chien donc vrai, bien et beau. On pourra dire la même chose de tous les objets sensibles et intelligibles. Pour cette raison, Platon conclut qu'au-delà de toutes les idées qui produisent ce monde dans lequel nous vivons, il existe des idées supérieures, plus dignes parce qu'elles sont plus communes. Le beau, avec majuscule, la vérité, avec majuscule, est commun à tous les objets, comme nous venons de le voir, alors que le chien n'est pas commun avec tous les objets. Chien, triangle, les autres animaux, etc. L'allégorie de la caverne, donc, permet à Platon de donner une représentation théâtrale du monde et de son ontologie, de l'être, de l'existence. Mais elle lui permet aussi de mettre l'accent sur l'éducation, sur la paideia. Par l'éducation, nous arrivons à discerner le faux du vrai, le simulacre du réel, le semblable du dissemblable, et accéder au monde qui est au-delà. Retenez donc que cette allégorie de la caverne présente la théorie des idées, dont je vous ai donné la définition d'un spécialiste au début de cette deuxième partie. Et cette théorie des idées et cette allégorie de la caverne constitue aussi sa métaphysique, sa théorie de la connaissance également, et son ontologie, sa théorie sur l'être, sur la réalité. Mais par la suite, dans la République, Platon expose aussi sa théorie sur l'organisation de la cité idéale et sa théorie du pouvoir idéal, le philosophe roi. Nous n'avons pas le temps d'insister sur tous les aspects, sur la politique, sur la démocratie, mais nous voyons à quel point ce texte, cette allégorie de la caverne est représentatif pour la pensée platonicienne. C'est pour cela que j'ai choisi de lire ce texte un peu long, mais vous voyez qu'il est tellement riche et qu'il nous éclaire sur plusieurs aspects de la doctrine platonicienne. Il nous reste peu de temps, alors on va lire et analyser rapidement la deuxième partie de cette partie centrale qui porte sur l'anthropologie, ce que nous appelons anthropologie, l'homme, corps et âme. Lisons d'abord, si vous voulez, le texte, tout en sachant que dans le Timée, le dialogue Timée, un des derniers dialogues de la période de la vie de Platon, cet auteur, Timée, propose un double mythe
de l'origine du monde et de l'origine de l'homme. Et le récit de la fabrication de l'homme montre comment se correspondent différentes parties du corps et différentes parties de l'âme. Nous n'entrons pas dans les détails, nous n'avons pas le temps. Mais 3 points dans ce dialogue de Timée sont à souligner et je tiens, si vous voulez bien, à le mémoriser, oui, à le retenir. Parce que ces 3 points sont très importants pour la compréhension de la pensée de Platon et pour toute sa longue postérité dans l'histoire de la culture occidentale. Le premier point, la distinction de l'âme et du corps. Lisons ce texte de Cratyle. Certains disent que le corps est le tombeau de l'âme, parce qu'elle y est ensevelie pendant cette vie. Belle image quand même, non? Comme d'autre part, c'est par lui, il utilise le mot séma, que l'âme signifie ce qu'elle veut dire. On dit qu'à ce titre aussi le nom de séma lui convient. Nous allons voir quel est le jeu des mots. Mais ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est que ce sont les orphiques qui ont établi ce nom, dans la pensée que l'âme expie les fautes pour lesquelles elle est punie et qu'elle est enclose dans le corps, comme dans une prison, pour qu'il la maintienne saine et sauve. Il est donc, comme son nom l'indique, le soma, c'est-à-dire le sauveur de l'âme, jusqu'à ce qu'elle ait acquitté sa dette, et il n'y a pas à changer une seule lettre. Ça vous saute dans les yeux le jeu de mots séma, soma. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de garder l'original grec pour parler du même tombeau, du mot tombeau de l'âme. Si vous lisez le dialogue Cratyle, vous allez voir qu'il s'intéresse à la justesse des mots. Il y a un jeu étymologique ici. Il y a toutes sortes d'étymologies dans le Cratyle, dont nous avons une ici, un exemple dans notre texte. Ce passage qui associe soma au séma, au double sens de tombeau et de signe, séma, ça aussi le sens de signe, est fait pour dériver soma de sos. Bon, on ne fait pas des cours de grec, mais juste pour voir, adjectif signifiant sain et sauf, qui donne aussi le verbe sozo, connu aussi dans le christianisme, sauver, Jésus-Christ le sauveur, montre bien sûr la connaissance que Platon pouvait avoir des traditions philosophiques co-religieuses. C'est un point important. Mais il atteste aussi l'ambivalence de la perception de la relation âme-corps. Donc, retenez de tout ce texte la distinction en l'homme de l'âme et du corps. C'est le premier point important. Le deuxième point important, distinction âme-corps et les parties de l'âme. Chez Platon, l'âme a plusieurs parties. Dans la langue grecque classique, le terme psyché, qui veut dire âme aussi, peut à lui seul désigner la personne entière. Mais la distinction âme-corps prend tout son poids chez Platon. Il fait une distinction nette, systématique entre âme et corps. Du côté de l'âme, elle est une réalité immatérielle et donc indestructible, immortelle. Du côté du corps, c'est une réalité matérielle vouée à la mort. Lorsqu'il s'agit de penser la relation et l'union de l'âme et du corps dans l'homme, l'âme reçoit 3 dénominations distinctes, comme s'il était divisé en 3 parties qui servent à décrire plusieurs aspects de l'activité de l'être vivant. Mentionnons ces trois parties. Une première partie appétitive, qui représente l'élan vital visant à satisfaire les besoins du corps. Et on a aussi le mot grec horexis, qui veut dire appétit.
Une deuxième partie désirante. Donc, deuxième partie de l'âme désirante qui vise à satisfaire les besoins du non, qui correspond au mouvement passionnel. Et enfin, la troisième partie supérieure de l'âme, c'est la partie supérieure, l'âme rationnelle, le logos, lieu de raison. Ou encore, c'est intitulé cette partie l'intellect ou le nous. Les pères de l'Église, une petite parenthèse, parlent aussi de cette partie supérieure de l'âme. Donc, je pense qu'ils ont aussi également lu Platon, cette partie supérieure de l'âme qui est intitulée le nous, l'intellect, et qui le localise au niveau du cœur. Revenons à notre sujet. Donc, cette partie supérieure de l'âme qui s'appelle l'âme rationnelle, mais puisque la raison, la pensée rationnelle est ce qui définit l'homme par excellence, il y a une hiérarchie entre ces trois parties. Et se connaître, c'est maîtriser cette sorte d'organisation de l'âme, en subordonnant les deux parties inférieures à la partie supérieure. Donc, vous avez deux parties inférieures. Cette partie appétitive et cette partie passionnelle. Et toutes les deux sont gouvernées, si vous voulez, par l'âme rationnelle. Voici donc le deuxième aspect, relation âme-corps, et cette répartition en trois parties de l'âme. Maintenant, le troisième aspect, l'immortalité de l'âme. J'ai choisi un texte de Phédon pour voir de près comment Platon définit l'immortalité de l'âme. Et dans ce dialogue, Platon nous présente le dernier dialogue entre Socrate et lui, parce que c'est Socrate, dans ce texte, Socrate qui est quelques heures avant sa mort. Donc, ce dialogue nous rapporte ce dialogue entre Socrate et ses disciples. Socrate énonce dans ce dialogue les arguments en faveur de l'immortalité de l'âme. Ils sont liés à son immatérialité et à son activité motrice, principe de vie, car l'âme est un principe de vie. Deux qualités qui marquent sa proximité avec le divin. Je dis encore une fois, deux qualités qui marquent sa proximité avec le divin. Dans le registre de mythes, comme on le découvre aussi dans les mythes de Gorgias, le dialogue Gorgias, ou celui de la République, ces âmes immortelles se séparent du corps à la mort et après un temps de jugement et de purification peuvent choisir, entre guillemets, un nouveau corps. Voilà la conception, voilà la théorie de la métempsychose. C'est une conception présente dans l'œuvre de Platon et les spécialistes l'attribuent généralement aux influences des pythagoriciens. Lisons ce texte. Je cite, « Si, en quittant le corps, l'âme est pure et n'entraîne rien du corps avec elle, parce que pendant sa vie, elle n'avait avec lui aucune communication volontaire et qu'au contraire, elle le fuyait et se recueillait en elle-même, par un continuel exercice, l'âme qui s'exerce ainsi, fait-elle autre chose que philosopher au vrai sens du mot et s'entraîner aisément à mourir aisément? Si donc elle est en cet état, l'âme s'en va vers ce qui est semblable à elle, vers ce qui est invisible, divin, immortel et sage. Et quand elle y est arrivée, elle est heureuse, délivrée de l'erreur, de la folie, des craintes, des amours sauvages et de tous les autres maux de l'humanité. Et, comme on le dit des initiés, elle passe véritablement avec les dieux le reste de son existence. Encore une fois, le passage que nous venons de lire de Phédon montre combien le dualisme peut s'affirmer dans la conception de Platon, l'âme portant seule en elle l'aspiration au divin. Encore une fois, une idée très importante
qui va nourrir les esprits des néoplatoniciens qui vont développer cette idée, l'idée de l'âme qui a une aspiration vers le divin, qui aspire vers le divin, qui essaye toujours de joindre ce qui est sa véritable origine, la cause éternelle de l'existence. Ce que dans le christianisme peut dire aussi l'âme qui va vers le Christ, qui va vers Dieu dans le royaume des cieux. Vous voyez, il y a aussi un point commun de réflexion ici. Bon, je vais m'arrêter ici pour tout ce qui est l'anthropologie, la conception de l'homme, de corps et âme chez Platon. Et nous arrivons au dernier point de cette deuxième partie, la représentation du monde chez Platon et la question de Dieu. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi nous avons mis le mot Dieu entre guillemets? Eh bien parce qu'on ne peut pas vraiment définir s'il s'agit vraiment de Dieu au singulier ou des dieux au pluriel. J'ai choisi un texte du Timée. Ce texte est consacré, ce dialogue Timée est consacré à la question de l'origine du monde et de l'homme. Au début, ce texte s'ouvre avec des considérations politiques de Socrate, donc toujours Socrate, c'est l'interlocuteur préféré de Platon, qui rappelle aussi des discussions de la République. Avant que Timée n'expose les origines du monde et rappelle la distinction entre la réalité intelligible, nous avons parlé des idées, des formes, qui sont immuables, intelligibles, c'est-à-dire connaissables et parfaites, nous avons parlé aussi de ça, vous vous rappelez, et la réalité sensible, le monde sensible, qui est cette réalité sensible qui est changeante et périssable, accessible par la sensation, c'est-à-dire par un mode de connaissance qui est susceptible d'être erroné. La partie centrale du dialogue est constituée de deux récits de Timée, présenté comme un philosophe et astronome venu d'Italie du Sud, un physicien, comme l'étaient les pré-socratiques. Vous connaissez déjà parce que nous avons parlé des écoles des Éléates du sud de l'Italie, les pré-socratiques. Dans ce dialogue Timée, trois réalités ont leur rôle dans le commencement du monde. Il s'agit de démiurge, des formes qui constituent un modèle et le réceptacle où les formes mêlées à la matière vont constituer le monde, les quatre éléments qui constituent le monde, la matière. Le passage que vous voyez sur votre écran souligne la perfection et la bonté du démiurge, son intention de faire un monde qui lui ressemble. Ça me fait de nouveau passer un monde qui lui ressemble au récit de la Genèse, quand Dieu crée l'homme à son image et qui tend en aidant de cette image vers la ressemblance de Dieu. Lisons le texte. Disons maintenant pour quelle raison celui qui a constitué le devenir, c'est-à-dire notre univers, l'a constitué. Il était bon. Or, en ce qui est bon, on ne trouve aucune jalousie à l'égard de qui que ce soit. Dépourvu de jalousie, il souhaita que toute chose devienne le plus possible semblable à lui. Parce que le Dieu souhaitait que toutes choses fussent bonnes et qu'il n'y eût rien d'imparfait dans la mesure du possible. C'est bien ainsi qu'il prit en main tout ce qu'il y avait de visible, et qu'il l'amena du désordre à l'ordre, ayant estimé que l'ordre vaut infiniment mieux que le désordre. Or, il n'était pas permis, et ce ne l'est pas, à l'être le meilleur de faire autre chose que ce qu'il y a de plus beau. Ainsi donc, conformément à une explication qui n'est que vraisemblable, il faut dire que notre monde, qui est un vivant doué d'une âme pourvue d'un intellect, a, en vérité, été engendré par suite de la décision réfléchie d'un Dieu.
le texte parle de lui-même. J'ai rien rajouté, juste qu'on remarque dans cette dernière phrase la présentation du monde comme un vivant, doué d'un âme, qui a un intellect. Donc sans âme, on peut dire que la réalité matérielle n'a pas d'existence et surtout n'a rien de la beauté qui le fait ressembler au démiurge. Et encore une fois, ça me fait penser au récit de la Genèse, de la création du monde, de la Bible. Le temps nous presse. Je voulais aussi vous lire un autre texte, mais on n'a pas le temps. Je vous ai promis qu'on va parler un peu du Parménide, parce que c'est un peu le fil rouge de notre cours. On va vite vous donner quelques renseignements, le contexte de ce dialogue. Le dialogue donc met en scène une rencontre entre Socrate jeune et Parménide. Et si la réalité de l'événement peut être sérieusement mise en doute, on ne peut pas avoir une rencontre entre le Parménide dont on en parlait la fois passée et Socrate. Ils vivent à des époques différentes. Donc le titre de l'œuvre et la matière même de la discussion montre la révérence de Platon à l'égard d'un grand prédécesseur de ce Parménide. Platon discute les thèses de Parménide et de Zénon sur l'être et sur sa permanence immobile. Il reprend ainsi et développe la question des formes des idées dont on a parlé plusieurs fois et de leur relation avec le réel sensible, avec les êtres. Est-ce qu'on peut avoir une ressemblance entre ce domaine intelligible, parfait, qui est au-delà des cieux, et ce monde sensible, imparfait, mortel? Voilà, c'est ça la question, si vous voulez. En posant ces questions dans ce dialogue, nous trouverons trois couples antithétiques dans cet examen des thèses parménidiennes. Être et devenir, unité et multiplicité, ressemblance et différence. Et si les formes ou les idées constituent un modèle, un paradigme, la relation du sensible aux formes doit-elle se faire comme imitation? Cette imitation, on va maintenir la distance, la différence. Parce que l'imitation ne peut pas être qu'un reflet imparfait. Ce qui maintient la distance et la différence. Donc, ou cette relation de sensible et de l'intelligible, comme participation, ce qui introduit le paradoxe d'une ressemblance partielle, parce qu'on ne peut pas avoir, comme je viens de le dire, une ressemblance entre un domaine en quelque sorte transcendant et un domaine qui est ici sur la terre, sensible. Et nous avons deux notions, encore une fois, ressemblance et participation, qui occuperont une place centrale dans la réception du platonisme par les pères de l'Église. Je pense surtout au Grégoire de Nysse qui va faire les homélies sur la création du monde et qui parlera beaucoup sur cette notion de ressemblance, en commentant le texte de la Genèse en 26, l'homme qui était créé à l'image et ressemblance de Dieu. On va s'arrêter ici. On aura l'occasion, je pense, de parler plus de ce texte. Lisons-le d'abord. Par voie de conséquence, il n'y a de lui, il s'agit de l'un, cette idée de l'un, qui peut être, on peut donner une interprétation théologique, le principe de l'existence, ni nom, ni définition. Il n'est de lui ni science, ni sensation, ni opinion. Non, semble-t-il. À autre, il s'ensuit qu'on ne peut ni le nommer, ni le définir, qu'il ne peut être objet ni d'opinion, ni de connaissance, ni de sensation, par quel être que ce soit. Non à ce qu'il semble. C'est un texte fondateur d'une démarche très aimée d'une forme de théologie très aimée en Orient, dans notre théologie orthodoxe, ce que nous appelons la théologie apophatique. Je vais vous expliquer plus en détail la prochaine fois, parce que maintenant, vraiment, on dépasse le temps et je ne vais pas abuser de votre patience. Je vais noter et je vais vous parler plus de ce texte.
où est mis en évidence cette transcendance de ce principe d'existence, si vous voulez. Et les néoplatoniciens vont, surtout Proclus, il va écrire 7 livres, si je ne me trompe pas, juste pour commenter ce texte de Parménide, de Platon. C'est la folie, oui. Nous arrivons aux conclusions. On n'a pas le temps de... Je vous laisse lire, vous, le texte qui essaye de définir cette réception critique du platonisme dans le christianisme. Juste la première phrase que j'aime bien. La philosophie, en ses commencements platoniciens, n'est que très indirectement théologienne. Mais la philosophie, c'est en quelque sorte un pédagogue qui prépare l'âme, éduque l'âme et lui apprend à élucider l'obscur objet de son désir, de sorte qu'elle sera ultérieurement préparée à penser Dieu à l'origine de l'être, source de toute vérité, de toute connaissance. Donc voici cette doctrine platonicienne qui servira surtout en termes de terminologie au père de l'Église et à la formation aussi de la doctrine du christianisme. Je n'entre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais pour la réception du platonisme, ça j'aimerais bien qu'on le lit. Il faut savoir que dès l'Antiquité, Platon a eu des commentateurs. Le commentaire, c'était le mode d'enseignement de la philosophie, étant... voilà, le commentaire, c'est... Le mode d'enseignement de la philosophie étant principalement le commentaire des œuvres d'une tradition. Ce sont eux, par conséquent, les commentateurs, qui ont veillé à la transmission de l'œuvre, mais ils l'ont aussi enrichi, transformé, réorienté. Réorienter des éléments centraux de cette pensée. Les savants du XIXe siècle européens, les Européens, redécouvrant à nouveau la philosophie antique grâce à l'érudition des philologues qui ont amélioré les éditions du texte, ont défini les grands tournants de l'héritage platonicien en distinguant le moyen platonisme et le néoplatonisme. Et je vous cite un exemple pour voir la manière différente d'interpréter le texte, ce qui va naître des courants de philosophie différentes à partir de la même source qui est Platon. Le texte, le dialogue timée sera le texte fondateur du moyen platonisme, tandis que le texte de Parménide sera le texte fondateur, une sorte de Bible pour le néoplatonisme. Bon. Mais maintenant, j'aimerais bien, ça me tient à cœur de faire quelques remarques sur la réception du Platon dans l'Église, si vous voulez, chez les pères de l'Église, dans la période antique. Le point d'accord que les chrétiens croient retrouver entre leur foi et la pensée de Platon sont très nombreux, dit Morlet-Sébastien, qui a écrit un livre, vous pouvez l'acheter ou trouver dans une bibliothèque, Christianisme et philosophie. Je vous invite à le lire et voir un peu les liens entre les deux, c'est intéressant. Et je vais citer quelques notions communes que les chrétiens ont cru communes et qui peut-être sont communes. Mais il y a aussi des controverses tout au long de la formation de la doctrine chrétienne. Il y aura des controverses entre les philosophes et les théologiens. Les deux termes ne sont pas vraiment définis. Et on n'a pas la même acceptation des termes qu'aujourd'hui, théologien et philosophe. Mais surtout, il y a même un style patristique d'écriture, écrire contre, adversus hereticus. On écrit contre les hérétiques. Nous avons par exemple contre Eunome de Basile de Césarée, sans Basile de Césarée, sans Grégoire de Nice. Nous avons aussi contre Cels d'Origène, et ainsi de suite. Mais j'aimerais bien insister sur les points d'accord entre le platonisme et les pères de l'Église. Et
vous voyez sur votre écran, le Timée paraît offrir un équivalent philosophique du récit de la création dans la Genèse. La lecture qui fait de Platon en tenant de la création ex nihilo, du rien. C'est ça, ex nihilo. Ce qui est un peu hasardé de la part de Eusèbe de Césarée dans son livre Préparation évangélique. Mais Clément d'Alexandrie rapproche le mythe de la caverne, de la République, du livre de la République, à la descente du Christ aux enfers. Nous trouvons cette idée chez Clément d'Alexandrie dans son livre Stromate. Ensuite, le passage du Timée, 36, qui évoque le démiurge imprimant la forme de la lettre X, qui est la lettre de la croix, à l'univers, leur paraît contenir une allusion mystérieuse à la croix de Jésus. Cet rapprochement, cette interprétation est donnée par Justin dans son apologie. Mais les pères de l'Église, pour justifier ces points d'accord, ils supposent en général que Platon connaissait l'Écriture. Et voici, je vous donne quelques exemples. Les pères s'efforcent donc de mettre en parallèle. Des fois, on peut dire que c'est un peu forcé. Des parallèles, des passages de Platon et sa source biblique supposée. Voilà, Clément d'Alexandrie. Pour Clément d'Alexandrie, le TT, le passage de 176, je cite, « Il faut fuir d'ici au plus vite. Or la fuite et la ressemblance avec Dieu pourraient avoir pour source le texte de Deutéronome 13.4 « Marchez derrière le Seigneur votre Dieu et gardez mes commandements. » Ce que la loi juive appelle « marche à la suite », explique Clément, c'est l'assimilation dont parle Platon. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, mais l'intérêt c'est juste de vous montrer que les pères de l'Église connaissent les philosophes. Ils ont connu Platon. Comme dans les Actes des Apôtres que nous avons lus la dernière fois, on a vu à quel point saint apôtre Paul connaissait la philosophie de son temps. Pour Eusèbe de Césarée, pour finir, dans la préparation évangélique, Platon, lorsqu'il évoque l'être qui est toujours et n'a pas de naissance, toujours dans Timée, il aurait transposé le livre de Moïse, et surtout le passage de l'Exode, le fameux passage de l'Exode 3.14, « Je suis celui qui est la première définition du nom de Dieu ». Le fameux épisode du buisson ardent. Et un dernier exemple, l'hypothèse des formes elles-mêmes aurait des sources scripturaires, selon Eusèbe de Césarée. Et il rapproche le texte du prophète Malachie, chapitre 3, verset 20, qui évoque le soleil de justice et qui aurait fourni à Platon l'idée d'une distinction entre réalité intelligible et réalité sensible. Et Genèse 26, sur la création de l'homme à l'image de Dieu, qui supposerait, selon l'évêque de Césarée, Eusèbe, l'existence d'un modèle. Bon, je m'arrête ici avec tous les exemples. J'ai essayé de vous donner l'essentiel. Je sais que j'ai dépassé un peu le temps de votre patience. Je voulais parler juste 1 heure. Je pense que j'ai dépassé un peu. Je suis désolé. Mais il y a tellement de choses à dire. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail bucaflorin, bucaflorin@yahoo.com. Toutes les remarques, des suggestions, qu'est-ce que vous souhaiterez approfondir de plus, etc. Et je vous souhaite un bon cheminement vers Pâques et une bonne semaine sainte, une bonne semaine préparatoire à la plus grande fête, notre fête du christianisme, plein d'espoir et de bonheur, la résurrection du Christ. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, bonne préparation pour les Pâques. Au revoir, à bientôt.